4 novembre 1995. La place des rois d'Israël à Tel Aviv est noire de monde. La plus grande manifestation depuis Sabra et Shatila. C'est un rassemblement pour la paix. Côte à côte, le drapeau israélien et palestinien. À la tribune, le Premier ministre Yitzhak Rabin est ému. Il ne s'attendait pas à une telle foule. Depuis qu'il a serré la main d'Arafat, une partie des Israéliens l'accuse de trahison. Les quelques paroles de cette chanson seront ses derniers mots. Quelques secondes plus tard, il quitte la tribune. Un extrémiste juif lui tire 3 balles dans le dos. Dirt on their young faces, a fading light within. Little hands clutching what might have been. Dreams like fragile glass, scattered and torn. Avec l'ancien officier français et analyste militaire Guillaume Ancel. Bonsoir, Monsieur Ancel. Bonsoir. Alors, d'un point de vue militaire, justement, que pensez-vous de ce plan qui est présenté pour prendre le contrôle de la ville de Gaza? C'est une catastrophe, parce qu'on se souvient que depuis 2 semaines, le monde entier regarde Israël en disant « mais c'est pas possible, en plus de la guerre, vous pouvez pas affamer la population de Gaza ». Et on s'attendait sincèrement à un cessez-le-feu qui en plus aurait permis de sortir la vingtaine d'otages encore vivants israéliens. Et c'est pas du tout ce que choisit Netanyahou. Il s'enfuit, on a vraiment l'impression que c'est une forme de fuite en avant de sa part. Il fait encore escalader ce conflit qui était pourtant arrivé à son maximum. Et là où même l'armée israélienne, puisque il y a 2 jours, 600 responsables militaires et de la sécurité israéliens ont dit qu'il fallait arrêter cette guerre. Il faut arriver à sortir de ce conflit. Eh bien, Netanyahou a choisi la voie exactement inverse. Il veut escalader encore ce conflit et il veut maintenant aller prendre le contrôle de la bande de Gaza, contre l'avis de ses militaires, contre l'avis du monde entier. En fait, Netanyahou est devenu fou. Parce que le but avec la prise de cette ville, c'est de vraiment vaincre le Hamas, de le détruire complètement. Mais est-ce que ce sera le résultat selon vous? Mais c'est impossible. Ça fait 22 mois qu'il fait la guerre au Hamas. Le Hamas n'a jamais existé en termes militaires. C'est une organisation terroriste. On ne vainc pas les terroristes avec des bombardements. Par contre, les otages, eux, n'ont aucune chance de survivre à une intensification des combats, alors que ces combats qui durent depuis 22 mois, il y a eu plus de 120 000 bombardements sur la bande de Gaza. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu 60 000 morts. Il y en a probablement près de 120 000. La moitié sont sous les décombres. Donc qu'est-ce que veut faire Netanyahou de plus vis-à-vis de la population gazaoui? C'est inimaginable. Le Hamas n'existe quasiment plus. Par contre, il avait promis qu'il sortirait les otages vivants, et on voit bien que la seule fois où Israël a obtenu la libération d'otages, c'était en échange d'un cessez-le-feu. Donc, de toute façon, le Hamas n'est plus une menace, ni Gaza, pour Israël. Sérieusement, ce n'est pas le Hamas, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, qui va menacer de destruction l'État d'Israël. Par contre, Netanyahou menace l'avenir d'Israël parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui relève clairement du crime de génocide. Ces bombardements totalement indiscriminés et disproportionnés vis-à-vis de la population civile, auxquels il faut cumuler maintenant un phénomène de famine. On sait que des centaines de milliers de gens sont malnutris aujourd'hui sur la bande de Gaza, une famine qui est organisée par le gouvernement Netanyahou, puisque c'est eux qui empêchent l'aide humanitaire de rentrer à un flux suffisant.
Vous avez parlé des otages. Justement, il en resterait une vingtaine d'otages vivants dans la bande de Gaza. Quel est le risque d'une opération comme celle-là? Parce que c'est la préoccupation qu'on a entendue aujourd'hui de la part de la communauté internationale, des familles des otages. Au Canada, même chose, Mark Carney. On pense à ces otages et en quoi une opération délicate comme celle-là représente un risque immense? En fait, depuis le début, Netanyahou avait un arbitrage à faire entre est-ce qu'il faisait la guerre au Hamas ou est-ce qu'il sortait les otages. Il a choisi de faire la guerre au Hamas. Mais en fait, il confond le Hamas avec l'intégralité de la population de Gaza. Donc maintenant, s'il veut sortir les derniers otages vivants, qui sont probablement pas plus d'une vingtaine aujourd'hui sur les 49 recensés, eh bien, il est obligé de négocier avec le Hamas, ce qui n'empêchera pas après d'écarter le Hamas en tant que formation politique. Je rappelle que la bande de Gaza est maintenant détruite à plus de 80%. Monsieur Ancel, est-ce qu'on peut parler des forces en présence, justement, parce que du côté israélien, il y a de la distension au sein même des rangs de l'armée israélienne. Est-ce que les effectifs militaires sont suffisants pour mener à bien cette opération? En fait, les militaires israéliens ont toujours été assez sceptiques sur l'opération qui était menée contre Gaza. Les militaires israéliens craignent en particulier qu'un jour, on les accuse de complicité de crimes de génocide. Par conséquent, ils ne veulent pas être impliqués. C'est ce qu'ont dit les anciens chefs militaires qui sont opposés à la continuation de la guerre. Ils disent qu'il faut arriver à sortir de la guerre. La déclencher, c'est une chose. En sortir est beaucoup plus important. Et ça, c'est une décision politique. Or, même le chef d'état-major actuel de Tsahal, de l'armée israélienne, a dit pendant les réunions, pendant les débats du cabinet de sécurité du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qu'il était opposé à cette option. Parce que ça veut dire qu'il faudrait mobiliser encore plus de soldats israéliens et continuer cette guerre pendant des mois. Au passage, il y a eu presque 500 morts dans l'armée israélienne, dans ces combats qui n'en sont pas vraiment, puisque en réalité, en face, ils n'ont pas d'opposition militaire. Et ils ont fait plus de 120 000 morts, 400 000 blessés. En terminant, M. Ancel, du côté du Hamas, on dit qu'il y aura un prix à payer, qu'il y aura bel et bien résistance. Après 22 mois de guerre, quels sont les effectifs du Hamas? En fait, les effectifs du Hamas n'ont jamais été des effectifs militaires. Ce sont des miliciens. Donc ce sont des civils qui prennent une arme à un moment ou à un autre. Les services de renseignement israéliens estiment qu'au début de la guerre, le Hamas disposait non pas d'une force militaire, mais d'une force de miliciens de l'ordre de 30 000 miliciens. Grâce à la violence qui s'est répandue sans limite sur la bande de Gaza, les services israéliens estiment qu'aujourd'hui, il y a 60 000 miliciens à la disposition du Hamas, soit 2 fois plus. Ça veut dire que si l'armée israélienne va occuper l'ensemble de la bande de Gaza, comme veut le faire Netanyahou, tous les jours, ils seront face à des embuscades, à des explosifs, à des coups montés, et ils perdront tous les jours 1 ou 2 soldats israéliens, plusieurs blessés, contre un ennemi fantôme. Alors pour l'instant, ce qui est dit par Israël, donc, c'est on donne 2 mois à la population de la ville de Gaza pour se déplacer, donc jusqu'au 7 octobre, évidemment, date symbolique qui marquera les 2 ans depuis le début de cette guerre. Guillaume Ancel, merci beaucoup pour cet éclairage ce soir, c'est très apprécié. Bonsoir. Au revoir. Gaza, 2025. Peut-être l'un des endroits les plus dangereux au monde. Surtout si vous êtes journaliste. Avec la fermeture des frontières, les journalistes locaux sont l'un des rares moyens de voir ce qui se passe sur le terrain. Selon le Comité pour la protection des journalistes, au moins 178 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre. D'emblée, Israël avait déclaré ne pas pouvoir garantir la sécurité des journalistes à Gaza. Mais selon le CPJ, 2024 a été l'année la plus meurtrière pour les journalistes dans le monde, depuis que l'organisation a commencé à documenter ses décès en 1992. C'est la dernière image qu'Anas Al-Sharif, journaliste pour Al Jazeera, a partagée depuis Gaza. Il y a quelques jours, il filmait aussi un bombardement et la panique près de l'hôpital Al-Shifa à Gazaville, où il vient d'être tué cette nuit par une frappe israélienne qui visait sa tente juste ici. 4 autres de ses collègues ont aussi été tués. Mohamed Karega, Ibrahim Zafer, Mohamed Noufal et Mohamed Aliwa. En direct, Al Jazeera leur a rendu hommage. We start with breaking news coming out of Gaza, where Israel has murdered 5 Al Jazeera staff in Gaza City, including correspondent
Anas al-Sharif. Sharif has been murdered along with 4 other Al Jazeera staff in a drone strike. Anas al-Sharif, père de famille de 28 ans, était devenu l'un des visages de la chaîne. He became one of the key voices from the front lines. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël, il couvrait sans relâche les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Il avait décidé de poursuivre son travail après le décès de son père, tué en décembre 2023 dans le camp de réfugiés de Jabalia. Il documentait aussi avec son téléphone les conditions de vie dans l'enclave, les morts, les blessés et la famine. Tsahal a confirmé avoir ciblé le journaliste, le qualifiant de terroriste qui se fait passer pour un journaliste. Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes. Al Jazeera et le Comité pour la protection des journalistes dénoncent de leur côté une campagne de diffamation contre Anas al-Sharif et démentent ces accusations. أي مسوغات أو أي مبررات يتحدث بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي فقط لتبرير جريمته بحق الزميل أنس ومحمد وجميع الزملاء الذين تم استهدافهم هي محاولة لإسكات صوت الحقيقة ومحاولة لمنع وصول الرسالة إلى العالم. Plus de 200 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza par l'armée israélienne depuis octobre 2023. C'est ce que rapporte Reporters sans frontières. Le gouvernement israélien, qui a annoncé un nouveau plan d'opération pour prendre le contrôle de la bande de Gaza, n'autorise pas la presse internationale à travailler librement sur le territoire. Les médias étrangers s'appuient donc sur des correspondants locaux qui payent un lourd tribut au conflit. Sur les réseaux d'Anas al-Sharif, ce matin, un texte posthume a été publié, des mots écrits par le journaliste en avril dernier en cas de décès. Un appel à ne pas oublier Gaza. Face au nouveau plan d'occupation de l'enclave palestinienne de Benyamin Netanyahou et notamment de la ville de Gaza, Tel Aviv gronde. Ce samedi, des milliers d'Israéliens se sont réunis dans les rues, brandissant les portraits des otages, toujours aux mains du Hamas. Si vous envahissez certaines parties de Gaza et que les otages sont assassinés, nous vous poursuivrons sur la place publique, pendant les campagnes électorales, à tout moment et en tout lieu. Nous rappellerons jour et nuit au peuple d'Israël que vous auriez pu conclure un accord pour la libération des otages, mais que vous avez choisi de les faire tuer. Des largages aériens d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, plusieurs pays dont la France et la Belgique participent à ces opérations destinées à acheminer de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Ces largages, en fait, c'est non seulement dangereux, c'est aussi insuffisant et ça coûte cher. Alors pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il faut s'imaginer qu'aujourd'hui à Gaza, les populations déplacées sont regroupées sur des territoires très petits et surpeuplés et que lorsque ces palettes tombent du ciel, parfois les parachutes ne s'ouvrent pas, donc la palette tombe directement sur les gens. Parfois la palette s'ouvre mais elle tombe dans la mer, les gens vont essayer de les récupérer et puis se noient. Et puis parfois les palettes, même avec les parachutes, tombent sur les tentes puisque nous sommes dans des espaces surpeuplés et blessent les gens. Le 27 juillet, par exemple, lorsqu'il y a eu les premiers largages, il y a au moins 11 personnes qui auraient été blessées par ces palettes qui sont tombées du ciel. Ensuite, c'est largement insuffisant parce que un largage aérien, par exemple, la France a promis 4 vols avec chaque fois 10 tonnes qui seront livrées. Un seul camion qui passerait par la voie terrestre peut livrer des dizaines de tonnes d'aide. Et puis enfin, ça coûte très cher, beaucoup plus cher que tout ce qu'il est possible de faire par voie terrestre. Tout simplement revenir au système qui existait, qui fonctionnait très bien il y a 2 ans, avant qu'Israël ne bloque toute entrée dans la bande de Gaza. En tout cas, le blocage est total depuis quelques mois. Il y avait un système qui fonctionnait bien, qui était coordonné par les Nations Unies, auquel participe CARE, et qui passe par des voies terrestres, des routes, des points de passage, qui sont une livraison d'aide humanitaire digne, dans le respect de la personne humaine, organisée, professionnelle. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste en réalité à Gaza, c'est du jamais vu en réalité dans le délitement de l'organisation de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, CARE et tout le monde, nous ce qu'on appelle, on appelle à l'ouverture, à la réouverture de tous les points de terrestre et à ce que l'ONU continue à pouvoir faire son travail de coordination.
Si vous envahissez des parties de Gaza et que les otages encore vivants sont tués, nous vous poursuivrons dans les rues, dans les urnes, partout et tout le temps. Partisane d'une colonisation totale et rapide de Gaza qu'elle veut voir vidée de sa population, l'extrême droite israélienne a menacé à plusieurs reprises de faire tomber Benyamin Netanyahou. Alors, le Premier ministre israélien peut-il résister aux pressions contradictoires? L'appel à la grève générale de dimanche en Israël sera-t-il suivi? Netanyahou est-il en sursis? De l'actualité au Proche-Orient, le bras de fer n'aura finalement pas duré. L'armée israélienne a approuvé ce mercredi le plan d'occupation de la ville de Gaza. La presse israélienne rapportait pourtant ces derniers jours l'opposition du chef d'état-major, Eyal Zamir. Feu vert donc pour ce plan qui prévoit l'occupation de la ville la plus peuplée de Gaza. Dans la foulée de cette annonce, des frappes aériennes très intenses ont été constatées sur la ville. Nina Masson. Ce mercredi, dans la ville de Gaza, il y a ceux qui fuient à nouveau et ceux qui enterrent leurs morts. Depuis plusieurs jours, les chars israéliens avancent dans la localité. Les habitants rapportent des frappes massives et des tirs d'artillerie. La maison de mes cousins a été prise pour cible, eux et leurs enfants, alors qu'ils dormaient paisiblement à 3 h du matin. Mais où les gens peuvent-ils aller? Aujourd'hui, tout Gaza est pris pour cible. Israël a lancé la nouvelle phase de ses opérations militaires à Gaza. Un plan approuvé ce mercredi par l'armée israélienne. Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a eu aujourd'hui une discussion au cours de laquelle il a approuvé le cadre principal du plan opérationnel de l'armée dans la bande de Gaza. Après 22 mois de guerre, l'armée compte prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins. C'est l'une des zones les plus densément peuplées du territoire palestinien. Son objectif, y démanteler ce qu'il présente comme les derniers bastions du Hamas. Le problème, c'est que ce plan entraînera la mort des quelques otages encore en vie. Si cela se produit, c'est le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, qui sera tenu pour responsable par le Premier ministre. Benyamin Netanyahou n'a lui encore assumé aucune responsabilité depuis le 7 octobre. 49 otages sont encore retenus à Gaza, dont 27 sont morts selon l'armée israélienne. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël contrôle désormais 70 à 75% de la bande de Gaza. Il lui reste à prendre la ville de Gaza et des secteurs du centre du territoire palestinien. Dans le ciel de Gaza, les largages humanitaires et les frappes israéliennes se succèdent. L'agence de défense civile, dirigée par le Hamas, affirme que les attaques aériennes se sont intensifiées. Ici à Khan Younes, les habitants pleurent les victimes d'une attaque de drone. Qu'avons-nous fait? Quelle est la faute de ces enfants? Le nombre de victimes des frappes augmente chaque jour et le manque de nourriture, d'eau et d'autres produits de première nécessité est chaque jour plus criant. Des centaines de camions chargés d'aide humanitaire attendent toujours de pouvoir pénétrer dans l'enclave, retenus pour la plupart par Israël. Pourquoi utiliser l'avion? À quoi ça sert? Pourquoi ne laisse-t-il pas entrer les camions d'aide humanitaire? Avec les largages aériens, ils se moquent de nous. À l'hôpital Nasser, cet enfant de 5 ans vient de mourir de faim. Son poids était passé de 16 à seulement 7 kilos. Selon le ministère de la Santé de Gaza, près de 230 personnes sont mortes de malnutrition, dont près de la moitié étaient des enfants. Dans une déclaration commune publiée mardi, 24 pays occidentaux dénoncent une famine à Gaza et appellent à des mesures immédiates. Famine, c'est aussi le mot utilisé par The Elders, un groupe composé d'anciens dirigeants mondiaux qui accusent Israël d'être responsable d'un génocide. Des centaines de milliers d'enfants de Gaza ne reçoivent pas et ne recevront pas les soins nécessaires et ils mourront. Ils mourront s'ils souffrent de malnutrition aiguë. L'État hébreu nie l'existence d'une famine à Gaza et se prépare à occuper le territoire. Dans une interview accordée à la chaîne israélienne I24, Benyamin Netanyahou a affirmé que l'État hébreu autorisera les Gazaouis qui le souhaitent à quitter l'enclave, sans préciser où ni comment. L'armée israélienne vient de frapper cette tente accolée à l'hôpital Al-Shifa à Gaza. À l'intérieur se trouvait une équipe de journalistes palestiniens. Penché sur le corps de son collègue, cet homme est désespéré. Mohamed! Arrête! Il est peut-être encore vivant! 6 journalistes sont tués. Ils travaillaient pour la chaîne qatari Al Jazeera
Parmi eux, Anas Al-Sharif, 28 ans, un visage bien connu des téléspectateurs de la chaîne. Il était l'un des visages les plus connus parmi les correspondants couvrant la guerre à Gaza. Sur ses réseaux sociaux, il publiait régulièrement des vidéos pour montrer les conditions de vie des Gazaouis. Tous sont affiliés au Hamas. Est-ce qu'ils ont combattu? Tous sont affiliés au Hamas. Cette frappe est une frappe précise contre le Hamas. Mais qu'appelez-vous être affilié au Hamas? Toute cette frappe est une frappe contre le Hamas. Une affirmation aussitôt récusée par Al Jazeera. La chaîne, interdite dans l'État hébreu, a été qualifiée par le Premier ministre israélien d'organe de propagande du Hamas. L'ONG Reporters sans frontières dénonce, elle, un assassinat revendiqué. Depuis le début de la guerre, près de 200 journalistes ont été tués dans l'enclave. La presse internationale n'est toujours pas autorisée à y entrer. Cela confirme que dans cette guerre, les journalistes sont devenus une cible légitime. Les journalistes, ainsi que tous ceux qui tentent de transmettre la vérité, sont des cibles pour Israël.